Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Moderne et aujourd'hui je vais parler du film Alita Battle Angel qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout et dont je reviens tout juste de la séance. Donc la réaction que vous allez voir est une réaction à chaud, mais je me suis quand même posé un petit peu une heure et demie pour essayer de réfléchir un peu sur le film, essayer de digérer un peu tout ça, ce que j'en pense et faire quelques mini-recherches préliminaires et... eh bien, vous allez connaître mon avis très rapidement sur cette adaptation de manga au cinéma. Et oui, parce que ceux qui ne le savent pas, eh ben, je vais vous dire ce qui se passe. C'est effectivement une adaptation du manga Gunm, écrit et dessiné par le mangaka Yukito Kishiro entre 90 et 95 avant de connaître une suite alternative Gunm Last Order. C'est un manga qui est de type cyberpunk avec beaucoup de cyborgs, de robots, dans un monde futuriste assez désolé où on voit beaucoup d'histoires de classe sociale, de lutte entre les gens défavorisés et les gens de la haute, un système oppressant où la limite entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Ça fait partie un petit peu de ces mangas cyberpunk, de ces mangas futuristes dystopiques, extrêmement cultes de cette époque, qu'on peut mettre au même niveau que Ghost in the Shell ou Akira par exemple. Donc c'est vraiment une œuvre extrêmement culte, extrêmement respectée. C'était quelque chose que à l'époque tout bon fan de manga qui se respecte devait lire obligatoirement. Maintenant, je veux pas faire de l'élitisme du tout parce que je n'estime pas être le top de l'élite de meilleurs manga fans du monde juste pour avoir lu Gun, mais par contre c'est vrai que j'invite tous ceux qui ne l'ont pas lu encore à découvrir ce manga parce que ça veut pas dire que c'est vieux, que ce n'est pas digne d'intérêt, au contraire, vous allez peut-être même découvrir que beaucoup de choses que vous aimez dans les mangas actuels ont peut-être quelque chose à voir généalogiquement avec Gun en l'occurrence. Mais quel rapport entre Gun et Alita? Ben, c'est très simple, c'est parce qu'en fait Alita Battle Angel c'est le nom américain en fait de ce manga en fait. Quand ça a été localisé là-bas, ils se sont dit ouais, Gun, Gali, c'est pas assez marketing pour les States, changeons le nom. Les Américains, ils comprennent pas des mots compliqués comme Gali, Gun, Sushi, Nintendo, ils comprennent pas. Du coup voilà, c'est un petit peu confus, mais pour ceux qui ont lu le manga, ben il suffit juste de remplacer Gali dans votre tête par Alita, et de toute façon c'est le même personnage, c'est la même chose, y a pas de souci. C'est vraiment un projet de longue date, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un projet en fait qui est beaucoup propulsé par James Cameron. Oui, Robert Rodriguez est le réalisateur, vous connaissez Robert Rodriguez pour Sin City, pour ses films Spy Kids, que je trouve affreux. Vous le connaissez aussi comme le copain de Quentin Tarantino, qui est donc, comme lui, très fan de films de série B. Vous le connaissez peut-être aussi pour tout ce qui est Planet Terror, From Dusk Till Dawn, pour aussi Shark Boy et Lava Girl. On va arrêter de parler de Rodriguez, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est que le réalisateur Guillermo del Toro, qui est donc le réalisateur de Pacific Rim, et comme vous en doutez, ce mec est un gros otaku, voilà, c'est un grand fan de manga et de production japonaise. Celui-ci a invité James Cameron un jour à découvrir Gun, et ils ont aimé. Ils sont tout de suite tombés amoureux, mais il faut savoir aussi que James Cameron, de base, c'était quelqu'un qui était très intéressé par l'animation japonaise, en fait. Je le sais parce que je me souviens qu'à une époque où je n'avais pas encore tout à fait développé mes poils, eh bien, sur les jaquettes vidéo, dans les vidéoclubs, dans les rayons dessins animés, genre de choses, on pouvait voir sur les jaquettes de certains animés adultes, science-fiction, comme genre Akira ou Spriggan ou Ghost in the Shell, des citations de James Cameron disant oui, ce film est génial, je suis James Cameron, l'animation japonaise c'est trop bien, c'est un chef-d'œuvre, achetez-le et regardez-le. Voilà, c'est des vraies citations pour vérifier. Je pense que c'était surtout Manga Vidéo qui faisait ça à la base. En l'occurrence, le premier vecteur de découverte de Gun, surtout pour les Américains, ça a été les OAV en fait. Pendant un moment, les 2 premiers tomes du manga ont été adaptés en Original Animation Video, donc c'était des animés qui étaient directement sortis en vidéo. Donc du coup, vous constaterez dans le film des changements, des trucs un peu différents par rapport au manga, mais certains de ces changements
sont en fait issus des OAV de l'époque en fait. Donc du coup c'est un peu un amalgame du premier contact américain de Gunn à travers la version animée, plus des éléments plus approfondis et certains noms et certains termes qui sont eux issus du manga, plus encore quelques trucs de scénarios originaux rajoutés pour essayer de faire tenir l'équivalent d'à peu près quand même 3 tomes de manga, 2 tomes et demi, dans un seul grand film. Donc ça veut quand même dire que malgré le fait que ça soit produit au sein du studio qui a fait Dragon Ball Evolution, ce qui est considéré comme le maître étalon de l'adaptation hyper naze qu'il ne faut absolument pas reproduire en termes d'adaptation de manga, on a quand même donc un gros producteur-réalisateur extrêmement connu, d'accord? James Cameron, c'est pas rien, il a multiplié des succès de fou furieux tout le temps, donc c'est un gros nom qui pèse, il est capable d'apporter les moyens. On a son producteur habituel, John Lando, qui l'a accompagné aussi pour ses productions, genre comme Titanic, justement, ses productions un grand succès. On a un réalisateur qui est plutôt bien aimé, à savoir Robert Rodriguez, même si personnellement, j'ai pas énormément d'appréciation pour son travail comparé à beaucoup d'autres fans de films de série B ou inspirés des séries B en l'occurrence. Hein. Mais bon, il y a quand même des craintes parce que quand même Gunn, c'est quelque chose de très sérieux, très ambitieux, c'est un univers cyberpunk hyper important et tu te dis que si t'es pas capable d'adapter un truc aussi simple et aussi grand public dans un monde coloré et fun que Dragon Ball, comment tu vas faire pour adapter un truc aussi dense, aussi sombre et aussi mature que Gunn? Ça va être chaud patate, dis donc, hein, t'aimes bien les défis. Et en l'occurrence, Robert Rodriguez, j'ai pas tellement confiance en lui en tant que réalisateur, parce que, pour moi, c'est quelqu'un qui fait des films un peu trop volontairement cheap, tu vois, c'est-à-dire que, ouais, je comprends que l'intérêt, c'est que tu fasses des films inspirés par les séries B, mais à force de vouloir trop ressembler à de la série B vraiment de pacotille, ben, finalement, tu fais la même chose, en fait, tu vois, genre, pour moi, c'est-à-dire, Robert Rodriguez, pour moi, c'était genre Quentin Tarantino, mais en plus cynique, et en moins ambitieux, tu vois, et je trouve pas sa capacité à filmer des scènes d'action si ouf que ça, mais j'ai l'impression quand même que là, Robert Rodriguez, il a monté le niveau, il a bien été chapeauté par Cameron et Lando, et plus je voyais des images sur ce projet, plus ça me rassurait en fait. J'aurais quand même préféré que Alita soit adapté directement par James Cameron, mais il est trop occupé à faire 36 000 suites d'Avatar, mais à défaut, un Rodriguez un peu chaperonné et piloté par Cameron, et ben finalement ça s'est avéré être une bonne idée, parce que Alita Battle Angel, c'est bien. C'est vraiment bien. On a une bonne, vraiment bonne, hein. Pas juste, ouais, ça va, ça passe, non, c'est vraiment bien. Genre, je le mettrai pas au-dessus de Speed Racer, parce que Speed Racer, pour moi, c'est le maître étalon, c'est la sommité en matière de bonne adaptation d'animé, ou de manga, ou de trucs japonais comme ça, par Hollywood. Mais, ça va, ça... C'est pas loin quand même, hein. Il y a beaucoup de bonnes choses à aimer, je suis vraiment heureux de pouvoir dire que j'aime ce film. Et je vais vous exposer les raisons. L'histoire de Alita Battle Angel, c'est l'histoire évidemment de Alita, un cyborg amnésique qui a été retrouvé complètement en morceaux à l'intérieur d'une décharge. Mais pas n'importe quelle décharge, la décharge d'une ville volante qui s'appelle Zalem. Cette ville volante qui a l'air d'être utopique, avancée, avec tous les gens bien et tous les gens riches et heureux, en fait, est un véritable oppresseur qui a créé sous son ombre, en fait, une ville décharge, un espèce de ghetto complètement crade, un peu tiers-monde, qui s'appelle Iron City, en l'occurrence. Et alors qu'il était en train de chercher des morceaux de pièces de rechange pour robots et cyborgs, on a le docteur Ido qui trouve Alita, j'ai failli dire Gali, c'est dur hein, la dissonance cognitive. Il trouve le corps de Alita complètement rapiécé et défoncé au milieu de tous les autres morceaux de métal et décide de le ramener chez lui pour le reconstruire. Et c'est là que se met en place une relation père-fille entre Alita et justement Ido, qui est joué par Christopher Waltz, que vous connaissez pour ses rôles très marquants dans Inglourious Basterds et Django Unchained de Quentin Tarantino. Mais reste en place, bordel de merde!
putain, Christopher Waltz est vraiment excellent, hein. C'est quelqu'un qui est habitué à avoir un côté rassurant, suave, amical, mais qui cache en lui quelque chose de douloureux ou de sombre. Il est vraiment très crédible dans ce rôle. Toute sa bienveillance paternelle, son côté inquiet et endolori, ainsi que sa fureur de voir sa fille de substitution en danger, est vraiment très bien retranscrit par cet acteur de très haut niveau. En fait, avoir l'accent autrichien de Christopher Waltz en train de dire les mots Panzerkunst, comme ça c'est sexuel, quoi. Je rêve, la nuit, que Christopher Waltz me susurre Panzerkunst dans l'oreille pour... Plus besoin de hentai avec ça, hein, j'aurais plus la peine. Rosa Salazar, qui joue le rôle de Alita aussi, était très convaincante, et pourtant c'est une actrice qui n'est pas connue en fait, qui n'est pas très connue. Elle a fait quelques rôles dans American Horror Story, elle a peut-être joué dans des trucs un peu osef, comme là je regarde, là, Divergente 2, génial, Chips. Mais voilà quoi, c'est pas une actrice haut profil, pourtant là vraiment elle a brillé. J'espère qu'après ça elle aura une bonne carrière. Mais bon, vous la reconnaîtrez pas trop parce qu'en l'occurrence le personnage de Alita étant une image de synthèse de type performance capture. C'est-à-dire en fait que là, durant ce film, quasi constamment, en plus d'acteurs en live tout à fait réel, vous avez beaucoup d'utilisation d'images de synthèse et de performance capture. La performance capture, qu'est-ce que c'est? C'est une forme, disons, plus évoluée de la motion capture, où là, où avec la motion capture, on pouvait faire de la capture de mouvement du corps humain pour le retranscrire sur des modèles 3D, là, vous avez carrément une capture très précise des jeux d'acteurs, en fait. Pas juste les mouvements, mais carrément beaucoup de subtilité d'expression corporelle et un très haut niveau de détail de capture des expressions faciales, en fait. C'est une technologie qui a été beaucoup utilisée pour Avatar, justement, pour avoir le rendu très convaincant des aliens, des Navi. Et ça permet du coup une plus grande liberté de mise en scène, vu que comme les acteurs, on a réussi à capturer leurs performances pour les mettre sur des modèles 3D, et bien ensuite, ces modèles 3D sont mis à l'intérieur de décors virtuels, où du coup, tous les effets, les événements et bien sûr la position de la caméra deviennent très libres et du coup peuvent être utilisés comme on veut. Du coup, en plus de la performance capture, on peut parler du coup de cinéma virtuel. C'est comme ça que dans pas mal de ces films, on arrive à voir des caméras qui arrivent à faire des zooms, des déplacements et des plans extrêmement compliqués ou dans des angles très difficiles à faire avec des caméras normales. Et ça marche super bien. Ça permet vraiment de libérer la caméra, de libérer la mise en scène, de pouvoir mettre la véritable puissance du cinéma, d'images de synthèse et d'effets spéciaux avec la subtilité du jeu d'acteur traditionnel et classique. Et je peux vous dire que c'est utilisé à bon escient parce que les scènes de combat dans Alita, ouh, ça fait vraiment honneur au manga, je tiens à vous le dire. L'art martial martien, l'art martien du coup, qu'on appelle le Panzerkunst, est vraiment très bien retranscrit dans ce film. Le film a des scènes de combat extrêmement intenses, plutôt bien chorégraphiées, avec beaucoup d'angles intéressants, très sautants. Vous avez des scènes où par exemple le Gali se met à virevolter bien au-dessus de ses ennemis avec un bon plan de dessus. Vous avez un moment où, j'ai encore dit Gali là, désolé pour la dissonance cognitive, vous avez des moments où vous avez Alita qui passe à travers des spirales de chaînes coupantes pour essayer d'atteindre son ennemi au centre, et c'est des plans qui sont tout simplement impossible à faire avec une caméra normale, ou alors c'est très dur. Vous avez vraiment le meilleur des deux mondes entre la mise en scène classique du live et celle des films d'animation en fait. Et ça c'est un cinéma en fait que j'aime beaucoup, que je veux beaucoup soutenir et que je veux voir exister davantage. Vous avez des bonnes positions, vous avez ce moment où il y a Alita qui coupe le bras d'un robot en deux clean comme ça, en un seul tchac, balayette avec les jambes là, c'est très balèze. Et puis bien sûr, il y a un des moments les plus importants de la saga Gun qui est là, à savoir le motorball. Parce que tous les films dystopiques qui se passent dans un futur catastrophique, ils ont tous un sport de balle très violent, où généralement t'es en roller, et t'as une balle, et le but du jeu c'est de survivre. Et là, les scènes de rollerball, mais elles sont incroyables, elles sont super, elles sont extrêmement intenses. Vous avez différents cyborgs avec des profils
très différents en matière de corps. Vous avez par exemple des mecs qui ont des visages humains, mais qui sont positionnés à quatre pattes, comme si c'était plus des véhicules, on dirait plus des voitures ou des genres de scooters modifiés avec des visages humains que des cyborgs à apparence humanoïde androïde en fait. Vous avez des espèces de tanks avec des têtes humaines, ça respecte vraiment en fait le côté cauchemardesque des cyborgs qu'on peut voir dans le manga d'origine. Vous avez des moments où les personnages sur leur roller tenant la balle vont à travers des couloirs en forme de tube et ils font des pirouettes, et ils sont en train de faire des spirales. Ça me rappelle pas mal en fait l'ambition des scènes de course-poursuite qu'on a par exemple dans Speed Racer ou même dans un dessin animé comme Redline par exemple. C'est pas encore tout à fait à ce niveau, je précise, hein, je pense que ces deux-là montrent ces scènes de course avec plus de maestria, mais le fait que ça soit mélangé en plus avec des arts martiaux pendant la course, c'est très intéressant. Je pense pas que ça soit un truc qu'on ait vu dans aucun autre film en fait. C'était vraiment ça l'intérêt aussi de Gun, de la saga Motorball, ce mélange de sport de combat et de sport de ballon, c'était vraiment très très cool. Et pour rester du coup dans les effets spéciaux, comme je vous l'ai dit, les cyborgs sont vraiment convaincants. La performance capture aide beaucoup et justement mitiger des fois l'impression un petit peu de vallée dérangeante qu'on a avec ce genre d'image de synthèse réaliste, parce qu'on est dans un monde robotique. Tout est vallée dérangeante, tout le monde est un amalgame chelou de machines et d'humains, tu vois. Vous avez des mecs qui font 5 mètres de haut, ils ressemblent à des moissonneuses batteuses, mais ils parlent et ils boivent de la bière. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a pas que les robots et les cyborgs et tout ça, en fait, qui sont très convaincants en matière d'effets spéciaux. L'environnement, en fait, de la décharge fonctionne très bien aussi. Déjà, dès le premier coup d'œil, quand j'ai vu la ville de Zalem dans le ciel, tout de suite, c'est oui. C'est exactement comment j'imaginais Zalem dans ma tête dans le manga, si ça devait être une version live. La ville de Iron City et sa décharge aussi, c'est une très bonne retranscription avec quelques éléments occidentaux qui sont bien rajoutés. Là, par exemple, en l'occurrence, ça rappelle vraiment un côté un petit peu ghetto, ville latino, Amérique du Sud. Beaucoup, en fait, de panneaux utilisent de l'espagnol en fait pour communiquer. Vous avez beaucoup de monde qui circule, vous avez une longue place du marché, vous avez beaucoup de densité. Au début du film, comme Alita vient de naître et qu'elle est encore naïve et jeune et découvre le monde et que sa mémoire est encore absente parce qu'elle est amnésique, vous avez donc une représentation beaucoup plus lumineuse et positive de cette ville qui grouille de vie, où il y a beaucoup de profils de personnes atypiques, où on peut manger du chocolat et des burritos, et même si ça a l'air un petit peu crado et que ça a l'air d'être un peu mal famé, bah en fait c'est pas si mal quand même, tu vois. Mais plus le film avance, et plus justement Alita commence à mûrir et à grandir, plus les aspects les plus moches et les plus on va dire douteux de la ville, ces aspects les plus injustes et les plus sombres commencent à se mettre en place. Et ça nous mène du coup vers nos antagonistes, donc comme d'un côté on a Ido et Alita, et chez les adversaires vous avez Vector, vous avez Shiren, et vous avez Chewinski, Chukika, je vais l'appeler Shrek, d'accord? D'abord, on a Mahershala Ali dans le rôle de Vector, très sympa. C'est un acteur que vous connaissez peut-être dans Luke Cage, qui fait la voix de l'oncle Aaron dans Spider-Man New Generation, qui était aussi le mec dans les 4400. C'est un peu le boss un peu cliché de un petit peu la pègre de la ville, qui dirige un petit peu les sales cobines dans l'ombre, tu vois, un petit peu le dirigeant corrompu. Voilà, monolithique, simple, classique, il a un côté un petit peu Morpheus dans son look, il fonctionne bien, voilà. C'est pas un personnage très évolué, il est un peu cliché, mais il fonctionne bien. Vous avez ensuite le personnage de Shiren, qui est un petit peu l'ex-femme de Ido, et Shiren qui est un personnage dont je me souvenais pas du manga, je me suis dit mais c'est qui cette meuf, d'où elle sort? Et en fait c'est parce que justement c'est une invention des OAV, donc ceux qui ont vu les OAV vous reconnaîtrez Shiren. Et là vous avez Vector et Shiren en fait qui sont un petit peu ce duo qui font des combines dans l'ombre, qui fabriquent des cyborgs vraiment déchaînés et fous furieux, à la fois pour le Motorball et à la fois pour la pègre, et qui travaillent pour le vrai méchant de l'histoire, à savoir le docteur Desti Nova, qui réside justement à Zalem. Donc vous voyez, encore une fois, vous avez les gens d'en haut, hein, qui vivent dans leur ville volante, qui sont en train de faire du mal et de tout orchestrer la persécution et l'oppression de nous autres, les gens d'en bas. La lutte des classes, le marxisme vide dans le cyberpunk, c'est important. Please.
Mélenchon président en 2500. Et là où dans le manga, Destinova était connu pour être un espèce de savant fou Frankenstein complètement frappadingue, là on a ce côté un petit peu calculateur, omniscient. C'est très intéressant comment dans ce film, Destinova en fait est un personnage au début assez fantomatique qui apparaît dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'en fait, il peut, à distance de là où il est, prendre possession d'un corps soumis à sa volonté pour parler et voir à travers eux, en fait. Et du coup, bah, ça le rend assez intimidant et assez mystérieux. Puis ensuite, vous avez Shrek aussi, qui est juste un gros serial killer psychopathe débile, qui travaille pour Destinova et tout, et qui sert un petit peu de boss à affronter régulièrement dans le film. Mais alors comment ça marche cet environnement, cet univers, s'il y a plein de cyborgs partout et que c'est la merde, que c'est la dystopie et que la mafia règne? Comment ça se passe l'ordre? Eh ben, l'ordre est vraiment fait à travers un système en fait de chasseurs de primes en fait. Vous avez ce qu'on appelle des chasseurs guerriers qui, pour de l'argent, tuent les criminels qui sont sur place, qui sont commandités justement par les gens de Zalem. C'est comme ça que le moteur de l'action est créé, c'est comme ça que les conflits se créent, c'est comme ça qu'on découvre que justement, le personnage de Gali est loin d'une simple petite fille amnésique, en fait, c'est une putain de guerrière aguerrie, et en fait, toutes les scènes où elle combat des criminels en tant que chasseur guerrière, eh ben, ça lui permet de se souvenir de ses souvenirs, en fait. C'est pas très dit élégamment, mais c'est ça. Du coup, c'est très intéressant, parce que du coup, le personnage se met à avoir comme une espèce de mémoire kinétique, genre, quand elle fait certains mouvements, ou quand elle est dans certaines situations, ça lui rappelle son passé, et du coup, ben, ça lui permet de progresser en tant que personnage. Et ça, c'est un truc important dans Gun, parce que justement, comme dans tout bon cyberpunk, t'as le côté crise identitaire de si je suis en grande partie machine, est-ce que je reste toujours un être humain? Est-ce que je suis toujours un être humain, même si je me transforme intégralement? Qui suis-je? Est-ce que c'est par rapport à d'où je viens ou c'est par rapport à ce que je veux faire? Tu vois, c'est des grands thèmes classiques qui sont bien utilisés, surtout dans la perspective en fait de Alita qui grandit pour passer d'un stade un petit peu enfant-adolescent pour devenir pleinement adulte et conscient en fait de la merde et des horreurs qui se passent dans le monde. Et ça se développe beaucoup à travers une romance avec le personnage de Hugo, que vous connaissez sous le nom de Hugo dans le manga. Et même si ce personnage est beaucoup entouré de présence masculine avec un père de substitution et un amoureux, on n'oublie pas quand même que Alita, c'est une femme forte qui justement est en train de se construire son indépendance, qui au fur et à mesure de sa maturation gagne littéralement en force et en puissance. Le coup de la femme forte, c'est quelque chose qui s'inscrit beaucoup dans la filmographie de James Cameron. Terminator, Terminator 2, Aliens, Avatar, tout ça, il y a beaucoup en fait de personnages féminins qui sont à la fois par exemple des mères, mais aussi des guerrières, en fait. Les femmes fortes, actives, et qui sont vraiment au centre et au cœur de l'action, c'est important dans les films de James Cameron, et c'était vraiment, justement, pour ça que je me dis, eh ben, Gun, c'est vraiment une histoire faite pour lui, parce que c'est littéralement une fille qui devient de plus en plus forte, et qui tabasse tout le monde, et qui règne sur des robots. Vous avez les histoires aussi de changements corporels et mentaux qui sont importants dans la filmo de Cameron aussi. Je veux dire, Avatar, c'est littéralement un mec qui devient à la fin un extraterrestre. Terminator, c'est une machine cachée dans un être humain. Terminator 2, c'est une machine cachée dans un être humain qui devient de plus en plus humain, tandis qu'il se bat contre une machine qui arrive à se métamorphoser à sa guise. True Lies, c'est Arnold Schwarzenegger qui fait semblant d'être un père de famille aimable, alors qu'en fait c'est Arnold Schwarzenegger, il fait très peur. Et puis zut quoi, je veux dire, le mec qui est intéressé à ce point par la science-fiction et par les robots depuis Terminator et tout, vous vous dites peut-être que ça l'intéresserait de parler de cyborgs qui se tapent dessus dans Gun, tu vois. Et bien sûr aussi, vous avez des scènes qui sont très cameroniennes, comme ce moment où Gali, en fait, je vous spoil pas trop, mais à un moment, en fait, j'ai encore dit Gali, putain. Et vous avez cette scène très cameronienne aussi, où vous avez Alita qui littéralement plonge dans son passé, c'est-à-dire en fait qu'elle va dans l'eau, elle plonge dans l'eau, elle coule, et elle découvre au fond de l'eau un vaisseau où à l'intérieur il y a beaucoup d'éléments de son passé ainsi que son véritable corps qui s'y trouve en fait. Et du coup, justement, quand vous savez que James Cameron, il a fait un film qui est très aquatique comme Abyss, qu'il a fait un film avec des monstres et des environnements qui rappellent un petit peu les fonds marins comme Avatar, quand vous savez aussi que les prochains Avatars aussi vont davantage se passer dans des environnements aquatiques, quand vous savez que il y a eu Titanic, quand vous voyez le T-1000 dans Terminator 2 qui devient liquide, quand vous voyez aussi que ce mec a une collection de sous-marins
James Cameron a une collection de sous-marins, d'accord? C'est de toi tu collectionnes des cartes Pokémon, lui il collectionne des machines submersibles. Et qu'il a fait des documentaires avec, du coup. Sur le Titanic d'ailleurs. Voilà, l'exploration aquatique, le plongeon, le fait de s'immerger, c'est un truc qui est très important pour Cameron. Et du coup, le côté, le corps qui impacte l'esprit, c'est très intéressant en fait, parce que là, je vous fais un petit spoil, c'est une invention, je pense, du film, parce que en fait, vous voyez, dans le manga, Gali s'appelle Gali parce qu'en fait, c'était le nom du chat mort de Ido, en fait. Mais dans le film Alita, bah Alita s'appelle Alita parce que c'était le nom de la fille morte de Ido. Fille qu'il y a eu entre Ido et Shiren, justement, une des antagonistes. Et cette fille qui était handicapée, elle devait recevoir un corps de fille robotique pour essayer de l'aider à fonctionner, à marcher. Mais malheureusement, la fille, il me semble qu'elle est morte avant d'avoir pu recevoir ce corps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ido a fait don de ce corps à Alita, et pendant à peu près les 2/3 du film, elle garde ce corps pour se battre. Alors qu'en fait, si vous vous souvenez, dans le manga, en tout cas c'est comme ça que je me souviens, ça se trouve je me trompe, hein. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Gun, ça se trouve mes souvenirs sont un peu flous. Dans le manga, en fait, Gali avait un corps féminin assez gracieux, assez girly, avec des petites décorations très jolies, très fleuries sur son bras et tout. Et en fait, quand elle a commencé à se battre contre des méchants psychopathes robots là dans la rue, eh ben la force de son art martial a direct éclaté son bras. Genre, elle est trop forte pour le corps qu'elle avait. Et direct, en fait, Ido lui a dit, bon bah c'est pas grave, j'ai un corps de rechange, c'est un corps qui s'appelle le Berserker, je vais te le donner, on va te mettre ta tête dessus. Alors que dans le film, en fait, pendant un moment, en fait, Alita garde ce corps féminin qui devait appartenir à la fille de Ido. C'est très bizarre cette critique. Et à un moment, en fait, alors qu'elle essayait de se battre contre Shrek, et ben son corps se fait découper en 1000 morceaux. Mais elle a quand même réussi à triompher avec dans une scène géniale, où elle arrive à se propulser d'un bras pour enfoncer sa main dans la tronche de Shrek, c'est génial. Et je vais dire Shrek pendant tout le truc, ça va être trop bizarre. Et du coup, à ce moment-là, en fait, quand elle a commencé à se battre et à arriver à se relever pour battre son ennemi malgré son handicap, eh bien, tu fais le parallèle entre genre, waouh, genre même handicapée, elle a réussi à se battre, et c'est marrant justement parce que en fait, la fille de Ido qui était morte, bah, elle était handicapée aussi, et ça te fait dire aussi qu'à la base, le mec dans Avatar, eh ben, il était handicapé aussi, il était en fauteuil roulant avant de retrouver des jambes en devenant un avatar Navi en fait. À ce moment-là, elle a des flashbacks, elle commence à mûrir, elle a une meilleure idée de son identité, de qui elle est, de ce qu'elle veut faire dans la vie, de ses objectifs, de sa détermination. Et à partir de ce moment-là, c'est là que Ido accepte justement de remplacer le corps de son ancienne fille par le corps de Berserker en fait. Le corps de Berserker que justement Alita avait trouvé au fond de l'eau lors de son moment d'introspection. Mais un corps qui est très puissant parce que c'est un... Je vais pas vous spoiler, mais en gros, c'est un corps super puissant pour genre des cyborgs militaires hyper balèzes lors d'une guerre qui s'est passée il y a 300 ans, quoi, tu vois. Donc pour lui, c'est genre, non, ma fille, tu n'auras pas ce corps, et d'ailleurs, tu dois rentrer avant minuit, et tu dois me téléphoner toutes les heures pour me dire que tu vas bien. Mais en voyant la bravoure de sa fille de substitution et en voyant le corps de sa fille biologique détruit, bah ça a permis à Ido un peu de faire le deuil de son ancienne fille, de passer à autre chose, et d'accepter qu'il faut laisser les choses passer, qu'il faut accepter de voir le temps qui passe, et d'accepter de voir les gens grandir, changer, devenir indépendants, matures et autonomes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il accepte de laisser à Gali... à Alita, la pleine possession de son identité d'origine, et ainsi... s'installer dans son corps de Berserker. Et moi j'ai trouvé ça super bien. Pour moi c'est ce genre de scène, ce genre de différence, c'est pour moi ce que j'appelle une adaptation intelligente. Tu reprends des éléments qui étaient anodins ou qui étaient dispersés dans l'œuvre d'origine, et tu essayes de les remixer et de les arranger et de les remettre dans un ordre différent pour que ça crée une nouvelle dimension thématique, narrative et émotionnelle, tu vois. C'est un petit peu comme dans le film Tintin où t'as le personnage de Sakharine qui dans les BD était très anecdotique, et ben ils l'ont développé, ils l'ont mélangé avec d'autres méchants du monde de Tintin, et ils ont créé un parallèle, un rapport avec Rackham le Rouge pour en faire son descendant afin de créer une dualité entre lui et le Captain Haddock, tu vois.
Et ben, pour moi, ça ressemble à ça, ce moment. Et pour moi, ça fait vraiment la différence entre une adaptation sympa et une grande adaptation qui a quelque chose d'intelligent et de différent à dire, qui a été vraiment réappropriée par ses auteurs. Et ce qui est génial, c'est que ça reste dans la continuité thématique de ce qui est exploré dans le manga, je pense. Maintenant, c'est que les débuts, c'est juste 2 tomes et demi, donc c'est pas encore les moments de Gun où ça devient encore plus profond et introspectif. Certains vont dire que les dialogues sont un peu clichés, que l'histoire est plutôt simple, ce genre de truc, mais je pense que c'est un film qui est sincère, qui brille dans sa simplicité, qui est permis quand même d'avoir plusieurs niveaux de lecture en le regardant normalement, tout en étant un spectacle très fun et très sympa. Pour moi, Alita Battle Angel est une très bonne adaptation de manga. Et moi je dis, il faut encourager ce film. Si vous voulez voir plus d'adaptations de manga de qualité, eh bien, allez voir ce film en masse. Et dites aux gros studios hollywoodiens, on veut pas de Dragon Ball Evolution, on veut plus de Alita Battle Angel. Ce ne sera plus l'apanage d'une bande de producteurs cyniques qui veulent juste faire de la merde en traitant les fans de manga comme des demeurés juste prêts à dépenser leur fric parce qu'il y a le nom de leur manga préféré sur l'affiche. La génération de fans de manga des années 80-90 est en train de prendre de l'importance dans le monde audiovisuel et peut-être que là on aura une nouvelle génération de créateurs qui nous apporteront des adaptations de qualité. En tout cas, si vous voulez en voir davantage, soutenez Alita Battle Angel. Merci beaucoup, bon visionnage. J'ai pas de gag de fin, juste bon visionnage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur YouTube. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si le principe ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Fire Tipper soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité, encore une fois, me comble vraiment. Ce vlog était plus long que prévu, mais j'espère qu'il n'était pas trop confus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.